Bonjour à tous, donc je suis Ethan, je suis développeur ici et aujourd'hui on va parler de données ouvertes et notamment de RDF qui est le mécanisme sponsorisé par le W3C pour partager ces données dans l'open data, enfin sur le web. Est-ce que ça marche? C'était dans ce sens-là. Donc voilà, globalement mon objectif c'est de vous présenter les quelques problèmes qu'on a avec l'open data. Globalement je pense que vous les connaissez déjà et je vais enfoncer des portes sur cette partie et ensuite vous parler des bases de RDF, de comment est-ce qu'on peut l'implémenter et comment est-ce qu'on peut aussi l'exploiter quand on a déjà une solution existante et qu'on veut rajouter un petit peu d'open data ou profiter des autres avantages dont on parlera après. Donc ça, globalement, par exemple, c'est un exemple de ce qu'on arrive à faire avec RDF, avec toutes les thématiques open data. C'est tout l'encart que propose notamment Google, tous vos moteurs de recherche, où on agrège des données qu'il arrive à crawler, et c'est notamment des sources qui viennent, qu'on arrive à exploiter via RDF. Donc mon sommaire, enfin mes grandes parties, j'ai l'impression d'annoncer le plan comme si j'étais dans une copie du bac, mais bon, on va commencer par parler du web, des données, donc globalement j'enfonce des portes dans cette partie, et après on va augmenter petit à petit sur qu'est-ce que c'est qu'RDF, qu'est-ce qu'on a comme surcouche, et comment est-ce qu'on s'en sert. C'était pas dans ce sens-là. Le web et les données. Tout d'abord, le web, il faut bien se rendre compte que c'est un espace qui est anarchique. Bonjour madame. Le web, c'est un espace où chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où vous avez un serveur, c'est vous qui proposez votre contenu, c'est vous qui l'organisez comme vous voulez. Et là, par exemple, on a deux sources d'informations qui parlent de la même chose. Hein, c'est globalement la Bible du C. Et sur ces deux sites, on va avoir la même info si on est un humain, mais elle va être organisée différemment, notamment si on a un ordinateur. C'est-à-dire que si on veut récupérer la date de publication, on va la retrouver ici, mais on va la retrouver ici sur ce document. Et quand on va vouloir crawler ça, si on veut accéder à la donnée, on va devoir globalement s'adapter à la structure du document et ça va être difficilement exploitable. Donc le web est anarchique, ça c'était la première porte ouverte à enfoncer. Et la deuxième chose, c'est que le web c'est un graphe. Par exemple, nous on est Axopen. Axopen va choisir vers qui il pointe, parce que le web c'est un endroit où une page pointe vers une autre et toutes les pages pointent entre elles. Et Axopen fait sa propre tambouille. C'est pas nous qui choisissons que Google pointe vers nous. C'est un peu nous qui choisissons que LinkedIn pointe vers nous. Mais dans l'idée, chacun fait ce qu'il veut dans son précaré, notamment en termes de comment il organise ses données, vers qui il pointe et comment il référence d'autres choses. Donc ça, vous voyez, c'est des idées qui sont quand même relativement vieilles. Hein. Les gens se sont rendus compte dès 2000 que, bizarrement, le web, ça formait un graphe. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter toutes ces choses, toutes ces propriétés du web, pour simplifier le système, pour vaincre l'anarchie? On va le faire à travers RDF. L'objectif de RDF, c'est d'exprimer des faits, c'est d'exprimer des relations entre les données. Et un fait, c'est quoi? C'est une phrase, tout simplement. Une phrase, sujet, verbe, complément. Ethan connaît Lohan. Ethan travaille à Axopen. Donc on va exprimer plein de petites phrases toutes simples et à la fin former des graphes avec ces phrases. Donc là, vous voyez que Ethan, il y a deux choses qui partent de là. Donc ça forme des graphes de faits. Un fait, je le répète, c'est un énoncé qui est vrai, normalement toujours vrai. Et une propriété qui va être intéressante avec RDF et qui va être intéressante avec le fait que le web soit un espace anarchique où chacun fait ce qu'il veut, c'est qu'on peut avoir plein de petits graphes. Donc ça, imaginons que ce soit mon portfolio qui présente ces informations. Bah, le site de Lohan peut aussi dire que Lohan travaille à Axopen. Et si on a vu ces deux graphes, un peu comme ce que vous faites quand vous apprenez, si on a vu ces deux graphes séparément, on peut aussi décider de les unir. Et comme ça, on a plus d'informations que quand on commençait au début. Donc on arrive à savoir que Ethan connaît Lohan, machin, machin, et à faire toute cette patate à la fin, à unir des données. Et ça va être quelque chose qui va être hyper important quand on va vouloir exploiter notre solution, quand on va vouloir exploiter des données, parce qu'on va se balader un peu partout et les récupérer pour connaître plus de choses. Donc avant, je parlais de faits dans un sens large. Maintenant, on va parler de faits quand on est dans le web. La principale chose dont on sert dans le web... Pardon, je vais boire un petit coup. Dans le web, la principale chose qu'on va utiliser pour représenter des choses, vous le savez, c'est des URL. Une URL représente une page, elle va représenter une notion, elle va représenter un concept. Et donc là, par exemple, pour représenter Ethan, on va pouvoir utiliser la page de mon portfolio. Et comme ça, on a un identifiant qui va être unique dans le web. Et à partir de là, on va pouvoir aussi utiliser nos verbes. Nos verbes vont être représentés par des URL parce qu'on est dans le web, on veut des choses uniques pour les représenter. Et donc, ces URL vont former des vocabulaires.
Donc ça, c'est un raccourci FOAF de points, c'est pour simplifier une URL qui normalement serait beaucoup plus longue. Donc FOAF de points, c'est pour dire http un site que je ne saurais pas vous dire tellement c'est long, /member, pour représenter le fait que Peugeot Kayser est membre de axopen.com, qui va être un autre objet qu'on va représenter. Et après, vous voyez d'autres propriétés. Peugeot Kayser a pour nom Ethan Peugeot. Donc FOAF, c'est un nom que je vais répéter assez souvent. C'est un vocabulaire. Normalement, si ma transition est bonne. Non, tant pis. Comment je vous le fais? Je vous le fais dans cet ordre-là. FOAF, c'est un vocabulaire qui va servir à représenter tout ce qu'il y a dans les liens humains. FOAF, ça veut dire friend of a friend. Donc c'est tout le vocabulaire, toutes les URL. Donc des URL sont les humains qui se sont mis d'accord pour dire que FOAF/member, ça va vouloir représenter une relation, une personne est membre d'une collectivité. Vous avez FOAF knows pour dire cette personne en connaît une autre. Et tous ces vocabulaires sont définis par des humains et ils apportent une sémantique, ils apportent un sens aux URL. Donc, je vous ai mis quelques exemples de vocabulaire. Vous avez FOAF, friend of a friend. Vous avez un vocabulaire qui représente les ACL, donc les Access Control List. Donc, ça va être pour représenter tous les systèmes de permission, parce que c'est quelque chose qui est important dans le web notamment. Et donc voilà, c'est des vocabulaires qui sont hyper intéressants à utiliser. Là, je vous ai mis un lien qui représente énormément de données ouvertes, énormément de vocabulaire de données ouvertes que vous allez pouvoir exploiter. Donc, je reviens à ma slide d'avant que j'avais mis au mauvais endroit. La vraie définition d'un graphe RDF, qu'est-ce que c'est? Promis, on arrête la théorie après, on va se pencher un peu plus sur des exploitations concrètes. Un fait, c'est trois choses. C'est un sujet, la personne dont on parle, un prédicat, le verbe, et un objet, la chose sur laquelle on pointe. Ethan a 20 ans, ou plutôt Ethan a pour âge 20 ans. Et le graphe, ça va être un assemblage de plein de faits individuels qu'on met tous ensemble. Ça, c'est ce que je vous montrais dans les premières slides. Le sujet et le prédicat, ça va forcément être des URL, parce qu'on a besoin qu'ils soient uniques. Ils représentent quelque chose dans le web, ils représentent un concept, donc on les représente forcément via des URL. Et l'objet, soit c'est une personne dont on parle, soit un concept dont on parle, donc peugeotkayser.fr, a pour âge 20 ans, 20 ans ce serait un littéral, c'est-à-dire un nombre. Donc voilà, là c'est le moment à faire une petite pause, ça je vous montre. Tu dézoomes, c'est bien. C'est le moment à faire une petite pause. J'imagine que j'en ai perdu sur la définition d'RDF. J'ai peut-être oublié un pan. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez le concept? On a un assemblage de faits, ça forme un graphe. Tout va bien jusque-là? Nickel. Donc ça, c'est un deuxième truc qui est hyper intéressant sur les vocabulaires. Je vous disais qu'ils sont définis par les humains. Et tout cet assemblage de vocabulaire, on arrive à les interconnecter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le LOD Cloud. LOD, ça veut dire Linked Open Data, donc les données ouvertes liées. Et par exemple, toute cette grande patate, c'est tout plein de vocabulaire, donc tout plein de sets d'URL sur lesquels les gens se sont mis d'accord pour représenter des concepts. Et toute cette patate rouge, du coup, c'est ceux des life science, donc les sciences de la vie. Et ça montre bien que si on a un vocabulaire qui sert à parler de cardiologie, par exemple, et au final, on peut très certainement faire plein de parallèles avec un vocabulaire qui sert à parler d'organes dans un sens plus général. Donc il y a un énorme champ de recherche, d'activité, qui consiste juste à faire des traductions entre des vocabulaires plus ou moins spécialisés, parce que vous avez, comme vous le voyez, là je crois qu'il y en a à peu près 900 qui sont représentés, vous avez des vocabulaires pour à peu près tout et n'importe quoi qui existe déjà, donc n'hésitez pas à les utiliser. Maintenant, on va parler légèrement de surcouche à RDF. Pour le moment, RDF, effectivement, c'est pas un truc hyper pratique. Il y a moyen que vous ne voyez pas d'utilité parce que c'est une représentation hyper bas niveau de données, c'est un graphe, sujet, prédicat, objet, c'est pas passionnant. Par-dessus, on a RDFS qui a introduit des notions de schéma. Donc RDFS, globalement, ça nous dit que c'est un attribut, c'est le prédicat type. Et par exemple, ça nous dit https://peugeotkayser, c'est peugeotkayser.fr, pour bien vous montrer que c'est une URL, et de type humain. Et à partir de là, des gens se sont mis d'accord, ils ont mis une sémantique, ils ont mis un vocabulaire, ils ont dit qu'un humain, par exemple, il aurait les propriétés nom, il aurait une propriété âge, ou des choses comme ça. Et donc à partir de là, on définit des sortes de classes, ce qui nous permet d'avoir des composants qui soient plus simplement réutilisables encore. En plus de tout ça, on a après une surcouche qui est plutôt orientée vocabulaire, c'est OWL.
Donc, comme je vous l'ai dit, un vocabulaire, c'est un ensemble de verbes, en quelque sorte. Et des fois, avec tous ces verbes, on peut faire des déductions, on peut faire de la logique. Donc, par exemple, j'ai toujours du mal à trouver des bons exemples d'inférence, et j'en ai encore pas trouvé. Si vous avez un graphe avec plein de faits, et que vous dites Ethan travaille à Xopen, eh ben, vous pouvez déduire que Ethan a un emploi. Ce n'est pas hyper utile, mais vous pouvez faire plein de déductions. Et c'est des déductions que des gens codent, et on fait ça avec OWL. Donc souvent, ça permet, vous récoltez des énormes masses de données un peu partout. Et derrière, vous faites tourner de la déduction pour essayer d'obtenir des nouvelles données. C'est un champ qui est plutôt orienté recherche, notamment on s'en sert derrière pour faire de la preuve. Donc on a un ensemble de faits, on fait tourner OWL, on fait tourner des choses comme ça, et on arrive derrière à prouver des propriétés sur ces données. Je ne suis pas hyper expert là-dessus, si on est honnête. Maintenant, on peut refaire une petite pause. Tout le monde, ça va toujours, RDF, nickel. J'ai une question. Ouais, bien sûr. Est-ce que les microformats, est-ce que c'est une sorte de RDF ou c'est complètement différent? Microformat, moi je vais parler microdata, mais oui, techniquement, c'est une forme de RDF. Il me semble que c'est une désérialisation qui marche. On regarde ça dans 3 slides. Dans une slide. Effectivement. Donc, maintenant, on va plutôt parler comment est-ce qu'on exploite ça. Il y a déjà des sites qui le proposent et vous pouvez intégrer un peu plus d'open data à votre site. Pourquoi est-ce que vous feriez ça? Principale raison, c'est pour le SEO, si on est honnête. L'objectif de RDF, l'objectif des données ouvertes en général, c'est de faire que des ordinateurs puissent les traiter automatiquement. Et le principal ordinateur qui va traiter vos données, c'est celui de Google. Et s'il traite bien vos données, eh ben, il va vous donner un petit boost dans votre référencement. Et si vous cherchez un argument pour convaincre des chefs, ou en tout cas des gens qui veulent investir leur temps efficacement, eh ben, c'est un bon argument. Faites du SEO. Et le deuxième argument, c'est celui d'être un bon voisin. Donc c'est l'idée qu'il y a des gens qui partagent leurs données déjà, peut-être que vous en servez. Et bien si vous aussi, vous avez des données que vous pouvez ouvrir, faites-le. C'est toujours mieux. Donc effectivement, ça par exemple, c'est un extrait d'une des pages de la doc Google sur qu'est-ce qu'on arrive à parser comme données en termes de RDF et d'open data. Et on a effectivement microformat, dont je ne parlerai pas. Désolé. Mais vous avez plein de méthodes. Moi, je vais parler rapidement de 3 parce que c'est pour moi les plus intéressantes et les plus utilisées. Mais on va pouvoir regarder ça juste après cette superbe slide. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle à 5 étoiles. Donc, c'est une idée, c'est Tim Berners-Lee qui avait théorisé ça à peu près au même moment. Donc, RDF, pour vous dire, le web commence en 89. RDF, c'est à partir des années 95. Donc, Berners-Lee s'est tout de suite rendu compte que les gens font des pages HTML, mais ils les font tous n'importe comment, on n'arrive pas à partager les données, il nous faudrait un standard pour pouvoir aider à tout ça. Et il a théorisé cette échelle, en quelque sorte. Votre objectif, c'est d'être le plus vers la droite. Niveau 0, c'est que vous avez globalement des fichiers PDF qui sont un enfer à parser. Enfin, je pense que ceux qui ont déjà essayé s'en mordent encore les doigts. Et après, vous allez progresser de plus en plus vers la droite en passant par un fichier, donc c'est du XLS, c'est un format fermé, mais au moins les données sont textuelles dedans, donc on arrive à en faire quelque chose, jusqu'à des formats open source, jusqu'à le fait d'utiliser des graphes. Et LOD, à la toute fin, c'est que vous faites des graphes et qu'en plus vous utilisez des vocabulaires sur lesquels les gens se sont mis d'accord, comme FOAF par exemple, que je vous répète depuis maintenant 10 minutes, et vous utilisez ces vocabulaires et du coup vous êtes plus facilement intégrable avec d'autres. Donc en tant que producteur de données, la première chose que vous devez faire, c'est identifier ce que vous voulez représenter. Vous avez un site qui s'appelle schema.org et que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il propose des schémas, des représentations qui sont compatibles avec RDF, qui sont faites pour RDF, mais que vous pouvez aussi utiliser ailleurs. J'en ai pas exactement d'exemple, mais je sais que j'ai déjà fini sur ce site pour d'autres besoins que du RDF pur. Donc identifiez ce que vous voulez représenter parce que vous allez devoir utiliser le bon vocabulaire. Si vous voulez présenter une entreprise, par exemple, il y a un schéma pour ça qui est le schéma organisation, on le verra juste après. Si vous voulez parler de relations entre personnes, vous avez une ontologie, vous avez un vocabulaire qui est fait pour ces FOAF. Donc commencez par bien identifier ce que vous voulez représenter, et derrière, votre travail sera vachement plus simple, et surtout, il sera exploitable par d'autres, parce que vous utilisez un vocabulaire ouvert. 3 méthodes derrière pour intégrer de l'open data, et notamment des microdonnées dans vos pages web existantes. Vous avez microdata, RDFA, qui est quelque chose de plus vieux mais que j'aime bien, et tout ce qui est JSON-LD.
Donc tout d'abord, microdata, c'est quelque chose que vous devez à peu près connaître. C'est toutes les annotations qu'on va mettre dans le head d'une page HTML pour notamment aider à avoir ce petit rendu là en dessous des liens dans les applis de chat. Donc ça, vous voyez que en fait, on définit des propriétés. Donc par exemple, le sujet, ce sera la page web. Bon, je vais dire moi comme ça, mais c'est la page web. Derrière, le prédicat, c'est OG2.url. Donc OG, c'est un vocabulaire qui sert à parler de description de page. Et la valeur, l'objet, c'est https://www.axopen.com. Et derrière, vous avez 4 ou 5 propriétés qui sont décrites comme ça. Et que l'outil de chat arrivera à parser de manière automatique et facile pour vous donner une description personnalisée et toutes les infos au bon endroit. Donc ça, c'est la première méthode. Globalement, la plupart des sites vraiment publics le font parce que ça apporte quand même un bon boost au niveau SEO auprès de Google, par exemple. La deuxième méthode, c'est RDFA. Bon, ça, c'est plus moche comme exemple, mais j'aime bien l'idée parce qu'en fait, imaginez que vous avez déjà un document HTML normal que vous avez écrit à la main et vous voulez rajouter à quelques endroits des métadonnées RDF pour qu'un site, un crawler qui parse le document puisse facilement retrouver les bonnes infos. Et bien, vous allez dire que ce paragraphe, tout doux. Non, non. C'est bon. Ah, c'est compliqué, les écrans tactiles. Ce paragraphe est à propos, donc le sujet, c'est exemple.com/book/wikinomics. Donc tout le sujet de ce paragraphe, ce sera cette URL. Et après, là, on va parler de la propriété DC. Donc DC, c'est un vocabulaire de librairie, hein, globalement, pour parler de bouquins. Le titre, ce sera Wikinomics. Le créateur, ce sera Don Tapscott. Et la date de publication, là, on met une valeur. Notre objet, il sera écrit là parce que le texte ici est fait pour être lu par un humain. Donc notre valeur, ce sera le 1er octobre 2006. Donc voilà, RDFA, c'est une façon d'ajouter à quelques endroits du RDF sur des paragraphes que vous avez déjà écrits. Et voilà, c'est plutôt vieux, hein, ça c'est 2005. Maintenant, on le fait plus trop parce qu'on va préférer faire du JSON, comme je vais vous montrer juste après. Mais j'aime bien le montrer parce que ça montre que de base, on partait de documents HTML purs. Et après, JSON LD. Donc ça, j'ai pas mis d'exemple du JSON en lui-même parce que c'est un JSON qui a une propriété @type. Et cette propriété @type, elle vous dit, elle vous donne la classe. La classe exactement comme en RDFS. Donc globalement, ça vous donne le schéma d'un objet, le prototype de l'objet. Et donc là, par exemple, ça c'est issu du site d'Axopen, vous avez le validateur de schema.org qui marche super bien. Où globalement, juste vous lui donnez une page web, il va la parser et il va vous dire qu'est-ce que comprend un ordinateur de cette page que je suis en train de parser. Et là, si on le fait sur la page d'accueil d'Axopen, on va voir qu'on trouve une organisation qui, du coup, a les propriétés d'une organisation. Et vous pouvez voir, par exemple, qu'on a défini une propriété same as. Non, bon, location, c'est bon. Et il semble qu'on... Non, ça, c'est bon, pardon. Je suis trompé d'exemple. On voit qu'on a une organisation, et cette organisation, c'est une classe qui est connue, qui a été développée par des gens qui ont normalement à peu près pensé à tout. Et elle a du coup une URL, elle a un email, et après elle a des sous-documents. Donc par exemple, on peut avoir une localisation qui sera de type c'est un endroit, l'endroit il s'appelle Axopen, il a une adresse qui est elle-même un sous-document, qui est de type c'est une adresse postale, et globalement vous avez la même représentation que si c'était des classes. C'est quelque chose qui marche bien, et je pense il y a des gens qui ont fait du API Platform, la surcouche à Symfony. Ouais, bon voilà. API Platform, par exemple, propose assez facilement de faire de l'export en JSON LD. C'est même normalement à peu près sa sortie standard parce que vous pouvez juste serialiser vos classes en JSON LD et dire mon type c'est ma classe, mon entité, et voilà toutes ses propriétés. Donc ça, c'est la méthode que Google recommande dans la plupart des cas. Et c'est ce qui sert notamment à peupler sur Google Maps les petites fiches. Il arrive maintenant à en parser certaines automatiquement pour dire les infos. Par exemple, là, si on scrollait à la fin de tout ça, il y a des horaires d'ouverture. Et Google Maps arrive à les exploiter plus ou moins bien, hein, parce qu'ils font du debug là-dessus. Mais c'est ce genre de documents qui permettent d'enrichir les recherches Google et de vous donner un boost en SEO. En tant que consommateur, ça c'est la slide moche que j'ai pas su faire joliment. Donc je vais plutôt parler dessus. En tant que consommateur, c'est simple. Ça remplace votre ancien process. Votre ancien process, c'est quoi? C'était vous crawliez des pages,
vous allez vous balader, dire en fait dans cette div qui a tel ID, je vais récupérer tel champ qui a telle propriété, puis je vais couper les 3 dernières lettres parce que c'était 3 petits points à la fin d'une phrase. Tout ça, normalement, ça disparaît. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste lire la page. On sait déjà comment est-ce qu'on va trouver l'information parce qu'on cherche 3 patterns, enfin un peu plus de patterns. On va chercher du JSON LD, qui est clairement marqué script type application / JSON plus LD. On va chercher des microdata, donc ça va juste être marqué meta dans le head. Et RDFA, c'est pareil, globalement, vous cherchez des trucs vachement plus simples à trouver dans votre document, et les données sont plus facilement trouvables. Donc vous allez commencer par crawler toutes vos pages. Donc vous en lisez une première, vous extrayez quelques petites métadonnées, vous allez, votre page pointe sur une autre, enfin je ne vous explique pas comment est-ce qu'on crawl des sites, normalement ça va à peu près. Et à partir de là, on extrait tous nos faits et on va les stocker dans notre base de données. Moi, je vous recommande FuseKey. FuseKey, c'est l'implémentation d'une base de données RDF, donc faite optimisée pour les graphes, et c'est fait par la fondation Apache, et niveau performance, c'est à peu près la meilleure du marché. Donc, globalement, servez-vous-en, c'est le meilleur en termes de performance. Donc voilà, vous stockez tous vos triples, et derrière, vous allez pouvoir exploiter vos triples. Donc quand je parle de triple, c'est parce que c'est sujet, prédicat, objet, 3 valeurs, ça forme un triplet. Donc voilà, vous allez pouvoir exploiter tous vos triples avec un langage de requête qui s'appelle Sparkle et qui est fait pour travailler avec des bases de données comme FuseKey, comme toutes ces bases de données spécialisées en RDF. Donc Sparkle, c'est le langage de requête inspiré du SQL qui sert sur les graphes RDF, et ça va permettre de retourner des listes de... Enfin, globalement, c'est un langage de requête qui va vous retourner des listes de valeurs dans votre graphe ou des petits bouts de graphe. Vous pouvez chercher... je n'ai pas d'exemple. Mais vous pouvez... Très honnêtement, au final, la plupart des valeurs qu'on ressort, c'est uniquement des listes de valeurs et pas des bouts de graphe, mais ça permet de le faire. C'est une autre mécanique que j'ai jamais exploitée en quelques temps. Donc par exemple, ça vous le voyez, c'est la notion de préfixe dont je vous parlais. Le préfixe FOAF, c'est le raccourci pour http://xlmns.com/foaf/01. Donc vous voyez, ça permet de simplifier la syntaxe, et la plupart de ces préfixes comme ça sont déjà intégrés de base, par exemple en JSON LD. Vous avez un raccourci qui dit ça c'est la base, on les connaît déjà, vous n'avez pas besoin de les redéclarer. Donc là par exemple, on va sélectionner un livre où ce même livre a un titre. Donc ça, point d'interrogation, ça vous définit une variable. Donc là, par exemple, on recherche toutes les variables livres, donc ça va être une URL, où le livre a un titre, où ce livre a pour créateur un auteur, et où cet auteur a pour nom J.K. Rowling. Donc normalement, vous allez ressortir des Harry Potter. Je ne sais pas si elle a fait quelque chose d'autre. Mais voilà. Sparkle, c'est un langage hyper puissant qui va marcher sur les bases de données type FuseKey, enfin tout ce qu'on appelle les triple stores, les stockages de triplets. Et c'est bien. Ma conclusion, elle est assez simple. RDF, si vous retenez que c'est un sujet, un prédicat, un objet, donc toujours la même phrase, Ethan a pour âge 21 ans, vous avez à peu près tout gagné, parce que la technologie n'est pas plus compliquée que ça derrière. Et vous avez déjà plein de données qui existent. Par exemple, Wikipédia a tout un projet qui s'appelle Wikidata, et qui vise à fabriquer de la donnée ouverte et de la donnée exploitable au format graph. Donc vous avez tout le projet Wikidata qui permet de faire ça. Et vous avez DBpedia, si vous voulez un jour vous amuser à faire du Sparkle. DBpedia, c'est la transformation... Enfin, ils proposent de faire du Sparkle. Ils ont une espèce d'idée en ligne qui vous permet d'exploiter Wikidata. Et ça marche plutôt bien, si jamais. Ça fait un playground un peu marrant. Et après, vous avez des sources, notamment en France. La France, qui est un pays qui est quand même relativement précurseur dans l'open data. On a un projet qui s'appelle Data Tourisme en France, et globalement, c'est 500 000 lieux touristiques qui ont déjà été exprimés au format RDF. Donc voilà, pour vous montrer que c'est des projets qui sont quand même relativement porteurs, et de plus en plus de monde se met à faire du RDF. Et après, donc ça c'était la partie consommateur. Pour la partie producteur, c'est hyper facile de faire de l'incrémental. Vous n'avez pas besoin de remettre en cause toute votre architecture de base de données pour proposer des petits bouts de RDF, des petits bouts d'open data sur vos sites. Vous n'êtes pas obligé de tout proposer en open data. Si vous voulez protéger certaines données contre le scraping, vous avez le droit. Mais vous pouvez faire de l'incrémental pour améliorer votre SEO. Je maintiens que c'est un avantage assez fort maintenant. Google donne des très gros bonus à ça, ou juste votre capacité à partager des données. Normalement, il n'y a rien après ça.
J'imagine que vous avez des questions. J'imagine qu'il y a certains concepts sur lesquels je suis passé un peu vite. N'hésitez pas. Alors. Merci. S'il y a des questions, je vais faire passer le micro avant que vous la posiez pour Twitch, pour qu'ils nous entendent. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà? Ouais, ils ont été... Ils sont sages. Ils sont très sages. Ah, t'en as une. Toujours le même qui a des questions. Bah, merci. Merci Sympa. pour la présentation. Est-ce que tout ça va être remis en cause par l'IA, vu que l'IA maintenant a ses propres bases de données compréhensibles par des Ouais. robots? Que penses-tu du coup de l'arrivée de l'IA sur le marché? Je pense que, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais RDF peut énormément aider tout ce qui est scrapping de données, parce que ça fait une source de données qui est facilement exploitable, parce qu'elle est adaptée à l'ordinateur. C'est déjà un graphe, les ordinateurs comprennent très bien et exploitent très bien les graphes. Donc pour l'IA, RDF ne sera pas forcément... Non, je ne pense pas qu'il soit remis en cause. Je pense que ça peut aider justement le scrapping, parce que pour le moment, l'IA, c'est juste voler de la donnée à gauche, à droite, un peu n'importe comment. Et là, on lui donnerait une manière de le faire plus facilement, plus proprement. Je pense que ça peut aider. Je me permets d'enchaîner. Je t'en prie. Du coup, là, il y a pas mal de sites qui se font maintenant DDoS par les crawlers IA. Et là, tu viens de dire, du coup, ça peut aider. Est-ce que ça peut aider, du coup, à réduire le trafic Ouais. par les crawlers IA? Ce serait cohérent de dire que oui, notamment si tu proposes une donnée de meilleure qualité, tu peux avoir besoin de moins de passes pour y accéder. Si tu mets, là globalement c'est tendre le bâton pour se faire battre, mais si tu mets toute ta base de données en un endroit, effectivement l'IA n'aura qu'à appeler un endroit pour accéder à ta représentation de connaissances et n'aura pas besoin de massacrer ton site à gauche à droite pour accéder à la donnée. Pareil, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne le pense pas, mais ce serait une porte pour aider. De rien. Tout est bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? Juste en commentaire, Oui. je crois, Ouais. il y a le autocomplete, je crois que c'était, je suis pas sûre, mais d'après le autocomplete qui est donc, on peut, c'est un attribute du input element, et ça a tout en vocabulaire et je suppose que ça vient à cause du microdata, le schéma des adresses et des êtres humains. Oui, alors pour l'autocomplétion, si on parle purement des adresses, c'est une autre source de données, ça va être la base adresse nationale qu'on exploite, mais effectivement ça peut aider. Comme toujours, après, plus votre source de données est de qualité, plus vous allez pouvoir faire des choses compliquées facilement. Ça peut aider à l'autocomplétion d'avoir des données bien formées. Après, il faut que vous ayez l'échelle pour pouvoir exploiter de la donnée qui vient d'ailleurs correctement. Mais oui, ça peut aider, clairement. Aussi, aujourd'hui, j'ai lu un article comment se servir de caractères spéciaux qui sont lisibles par les êtres humains, qui ne sont pas lisibles par le AI. Les deux iront pour nous. Oui. IA en français. IA en français. Et alors, c'est bien de comprendre comment les schémas marchent pour pouvoir pas conformer au schéma pour que ce soit plus difficile. On est intéressé à ça. Effectivement, ouais. Si on veut, d'un pur point de vue protection contre l'IA, bon, c'est vrai que c'est une technologie qui a 20 ans, donc c'est dur. Enfin, je ne pense pas qu'ils imaginaient exactement les LLM il y a 20 ans. Utiliser des caractères spéciaux pour faire qu'on ne soit pas dans la table ASCII pour représenter un A, par exemple, c'est effectivement une bonne chose pour protéger ces données, mais ça va d'un autre côté complètement à rebours, complètement à l'envers de l'idée d'ouvrir ces données et d'avoir quelque chose d'accessible par l'ordinateur. Donc ouais, si tu comprends comment marche le système, effectivement, tu peux aussi t'en protéger. Et dans ce cas-là, juste ne pas exposer tes données et mettre en place les protections classiques contre le scrapping, ça peut marcher. Bon, ils continuent à se battre, globalement. Nickel. Pas d'autres questions? On peut boire un coup? On est tout bon. Eh bien, nickel. Merci à tous.